Donc voilà, simplement je voulais que l'exposé d'aujourd'hui soit pour vous, en quelque sorte, la découverte d'un terrain dans lequel vous pourriez aussi construire une présence des laïcs français, de la laïcité française, beaucoup plus élaborée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, bon, moi je suis toujours très sensible au décalage. Pourquoi? Parce que comme je suis souvent ici et souvent en Belgique, par exemple, tous les débats sur les droits de vote des étrangers, bon ben, chez nous c'est réglé, ils s'inscrivent de toute façon pas parce qu'ils sont trois, ils font pas ça aux aïeux. Et donc, comme ils ont le même type d'attitude vis-à-vis de la démocratie que chez eux, ben, donc au total ça porte sur des tout petits nombres, 80 pour une commune de Bruxelles, vous voyez, donc ça ne vaut pas le débat fantastiquement théorique que ça crée dans un pays comme la France. Enfin, en fait, vous avez le privilège des débats théoriques, et je crois que le reste de l'Europe a le privilège des débats pragmatiques. Alors, en l'occurrence, le décalage dans le dossier dont nous parlons, c'est un décalage aussi de temps, c'est-à-dire dans la perception de la vie de tous les jours. On l'a encore rappelé, c'est quoi? C'est le ramadan qui s'impose dans les quartiers entiers d'une ville. Ce sont à l'école des menus qu'on impose aux enfants parce que comme ça, finalement, pour la liberté de certains, on les impose aux autres, etc. Ça crée, comme partout, dans les hôpitaux, dans les écoles de toute l'Europe, ça crée des problèmes. Et ce problème-là relève d'une religion, l'islam, qui a pour base la discrimination à l'égard des femmes. Et ça, il faut vraiment tout le temps le rappeler. Et le pouvoir masculin au cœur de la structure familiale, et donc au cœur de la société. Et c'est pas du tout de ça dont on parle au niveau européen, parce qu'ils n'ont pas encore levé le petit doigt pour occuper le pouvoir. Simplement pour ça, hein, parce que quand ils vont lever le petit doigt, ils vont l'occuper. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas levé. Donc nous en sommes toujours à des débats sur l'Église catholique, largement réglés dans nos sociétés, mais qui, au niveau européen, ont repris une vigueur incroyable, comme le disait Patrick, avec particulièrement le traité de Lisbonne, pas tellement le choix du drapeau, parce que finalement, le doute a été maintenu. Bon, l'Européen moyen qui ne croit pas que la Sainte Vierge était vierge n'a pas eu le droit au chapitre, bien entendu, parce que hein, ça, c'est la rationalité excessive. Mais au total, Lisbonne, c'était clair, les chrétiens démocrates, le groupe PPE, pour le nommer, au sein du Parlement européen, souhaitaient, bien entendu, faire apparaître que c'était eux les créateurs de l'Europe. Que ceux qui ont rédigé les traités, ben, c'était des chrétiens, catholiques, et que dans le fond, c'était à eux qu'il fallait vraiment dire merci pour la création de l'Europe. Donc, on fait fi du véritable mouvement populaire qui aujourd'hui est à l'œuvre, et qui est un mouvement d'une toute autre religion, avec des principes inacceptables dans la société européenne. Mais on se concentre sur la volonté des catholiques de dire c'est nous l'Europe. Et bon, j'en parlais un peu des orthodoxes parce qu'on aura encore des surprises, mais ils sont pour le moment dans la partie européenne intégrée des 27, ils sont encore relativement faibles. Si on ouvre au Balkan, ce qui est quand même en cours, on va avoir une surprise supplémentaire, c'est de découvrir la nature de l'Église orthodoxe et de ses propriétés frontalières. Et donc, nous sommes devant une commission européenne. En deux mots, qu'est-ce que c'est la démocratie? On ne va pas refaire le débat du matin, une structure d'institution et une liberté pour ceux qui croient en n'importe quelle religion ou qui estiment qu'ils ne doivent pas croire, qu'ils ne sont pas obligés, qu'ils ont la liberté de ne pas croire. Au niveau européen, c'est plus complexe, inévitablement, puisqu'il faut intégrer non seulement une élection directe, mais aussi 27 gouvernements qui ne souhaitent pas laisser à un Parlement même élu tous les pouvoirs. Donc on est dans une structure triangulaire, le Conseil, la Commission, le Parlement européen et le pouvoir judiciaire séparé, et finalement un pouvoir judiciaire avec des compétences quand même assez particulières et limitées. Alors, qui dirige dans toute cette mécanique? À l'évidence maintenant, le Conseil européen, donc les 27 gouvernements, et donc M. Van Rompuy, catholique devant l'Éternel, qui fait semblant de parler latin pour ne pas parler français, et M. Van Rompuy est maintenant le président officiel, permanent du Conseil européen.
Et d'autre part, vous avez alors les 27 ministres qui représentent les gouvernements. Ça, en théorie, c'est démocratique, puisque les gouvernements sont dans les 27 issus d'une majorité parlementaire. Avec des débats, beaucoup de changements, mais enfin, c'est la théorie et c'est la réalité de la pratique. Le Parlement européen élu, avec son profil, évidemment un groupe parlementaire qui est très fort, qui est le PPE, et un groupe socialiste qui, objectivement, y joue un rôle très réel, mais ne s'affiche pas laïque. Il n'a pas cette force dans toute une série des pays, et il n'a pas non plus cette culture. Donc, c'est aussi à l'intérieur du groupe socialiste du Parlement européen, par exemple, qu'un travail peut et doit être fait en la matière. Alors, vous avez la Commission, qui est en quelque sorte le gouvernement du Conseil, et qui doit fournir cette analyse de comment est-ce qu'on exécute les décisions du Conseil. Le Parlement européen essaye de grignoter les zones de pouvoir. Mais il les grignote difficilement, mais tout de même, sur le long terme, on peut dire sur les 30 ans, a augmenté son pouvoir. Donc, où sont les chrétiens, où sont les catholiques dominants? Bon, au sein de la Commission, fatalement, c'est là que se trouve, pour le moment, le véritable lieu de pouvoir catholique. Personnalisé par le président de la Commission, qui est donc M. Barroso, et portugais, et par un commissaire qui est en charge, qui est un commissaire roumain, qui est, bon, également, tout ce qu'il y a de plus. On dit, quelle est la thèse dans Lisbonne? La thèse de départ c'est la religion catholique qui a permis la création de l'Europe, ça doit apparaître. Nous devons montrer ça dans le texte. Il y a donc eu tout un débat, on ne va pas entrer dans le détail du débat, mais qui a abouti finalement, parce qu'il y a quand même eu une contre-expression qui s'est formulée, même si ce fut tardivement, mais en tout cas, on a un article 17 de Lisbonne, donc alinéa 3, qui dit « L'Union s'engage, puisque c'est le nouveau nom, Union européenne, s'engage à entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les églises, en un, les associations et les communautés religieuses, les organisations philosophiques et non confessionnelles. » Donc, c'est la base dans laquelle doit travailler Barroso. Et Barroso est son commissaire spécialisé dans ce dialogue. Bon, tous les deux sur la même longueur d'onde, à savoir, on travaille, si possible, dans le fond avec le Vatican. On pourra faire une petite incise sur les Nations Unies, parce que les accords de Latran, pour des raisons italo-italiennes locales, ont permis, dans le fond, au Vatican, d'avoir un comportement sur la scène internationale, une reconnaissance d'État, qui évidemment est complètement disproportionnée par rapport à les associations confessionnelles ou l'Association européenne des francs-maçons. On a un État et à côté on a des associations. Alors, évidemment que l'État, qui a des ambassadeurs, dont la plupart sont considérés, parce qu'ils ne bougent pas beaucoup, comme les plus anciens ambassadeurs dans les capitales, donc ont un rôle de coordination, de l'expression même des Européens qui est très large, qui est disproportionné en tout état de cause, mais c'est comme ça. Et donc, le Vatican a son accès quand il le veut auprès de Barroso, fatalement, et on peut d'ailleurs raisonnablement penser que la famille de M. Barroso et son épouse sont tout à fait liés de l'intérieur à la structure la plus réactionnaire de l'Église catholique. Et faut, en toute amitié, parce que c'est bien, c'est son droit, mais je veux dire, c'est son droit, mais ce n'est pas tout à fait neutre dans le débat qui nous intéresse. Et objectivement, donc, par rapport à ce texte, quelle a été leur attitude? Ils avaient l'accès, ils ont continué à l'avoir. Tant qu'il n'y a pas eu vraiment un mouvement pour dire « mais comment allez-vous structurer l'article 17 ?» La Commission n'a pas bougé, ils n'en avaient pas besoin, puisque chaque fois que le Vatican veut exprimer une opinion sur la matière, il l'exprime directement à Barroso sans difficulté. Alors en fait, on a vu apparaître le mouvement, mais seulement, la première réunion qui a été convoquée sur cette base, et qui était vraiment un essai de qui devons-nous convoquer, c'était la grande question à l'intérieur de la Commission, c'est en 2009.
Et il n'y a pas eu de thème particulier, il y avait simplement une sorte de listing des associations qu'on allait inviter à ce dialogue. Et dialogue article 17. Alors, la liste au départ était approximative, et puis il y a tout de même eu, je dois dire, sur Bruxelles, un rassemblement des associations laïques d'Europe. Mais avec, si Martine Serre était ici, elle nous expliquerait toute la différence que ce mot rencontre, évidemment, puisque par exemple en Belgique, les laïcs sont tout à fait structurés, presque comme une religion. Et ils s'ajoutent au système de paiement des permanents religieux. Ils ont maintenant des centres d'action laïque dans presque toutes les villes, avec des permanents qui sont rémunérés par l'État. Donc, c'est donc un mot, quand on dit application de l'article 17, la liste évidemment recouvre des réalités qui sont adaptées à chaque structure d'État, mais qui ne correspondent pas, par exemple, à ce que vous considérez comme laïque en France. Tout de même, il y a eu plusieurs essais. Association européenne de la libre pensée, donc ça, je pense que c'est peut-être pour moi l'association la plus importante, créée en 2007, où vous voyez, là, on parle de la création, ils étaient 3 ou 4, quand ils ont décidé de le faire, pour occuper le terrain de l'article 17. Et ils sont maintenant 1245 membres, et ils existent dans 14 pays. Donc, c'est déjà une structure. Ce n'est pas non plus la seule. Et une parlementaire hollandaise qui s'appelle Sophie In 't Veld a commencé à structurer toutes les associations. Parce que les parlementaires, évidemment, qui eux ont ce feeling laïque ou, comme ils disent, séculaire, puisque la langue généralement utilisée c'est l'anglais, donc on appelle ça les Secular Association. Ce groupe, autour de Sophie In 't Veld, a aussi commencé à structurer le débat pour le Parlement européen. Parce que les choses n'attendent pas, évidemment. Le débat sur la recherche et jusqu'où peut-on aller en matière de recherche sur l'humain est un des débats qui sépare les universités, sépare les chercheurs et crée, enfin, limite les chercheurs, et donc est un des grands débats pour lequel le Parlement européen, il n'avait pas le temps d'attendre non plus le dialogue article 17. Il fallait qu'il décide comment est-ce qu'on s'en occupe au niveau européen, quelle est l'orientation qu'on prend. Donc, en 2010, elle a réussi à faire la première réunion importante de ces associations. Et nous y étions avec la Ligue du droit international des femmes, il y avait beaucoup de membres ici présents. Ça s'appelle la European Parliament Platform for Secularism in Politics. Bon, c'est un essai, ça tourne. C'est au moins 5 thèmes par an, parce qu'il y a dans le programme du Parlement européen gigantesque, il y a évidemment au moins 5 fois par an de quoi débattre d'options, on va dire laïques, ou en tout cas athées, ou de refus de position vaticane catholique sur un certain nombre de sujets. Je vous ai cité la recherche parce que c'est celui auquel on pense le plus, mais enfin tout le droit familial. Maintenant, le problème du droit familial est qu'il ne relève pas clairement d'une compétence européenne. La recherche, bien. Donc, c'est plus clair que les instances européennes vont tenter de se positionner sur le sujet de cette nature-là. Alors, il y a pour le moment, dans la structure des associations sécularistes, c'est un mot pas très sympathique, mais enfin c'est le seul ou laïque, on peut dire laïque. Il y a donc un bureau qui fonctionne avec un minimum de support du Parlement européen. Ils n'ont pas été enthousiastes, il faut tout de suite le dire, mais enfin, ils n'ont pas pu non plus refuser à Sophie In 't Veld de fournir l'encadrement. Un comité consultatif qui regroupe 10 associations. Alors là-dedans, vous avez le Centre d'action laïque belge, puisqu'ils sont sur le terrain, ça leur donne quand même une sorte de présence plus facile. La Fédération humaniste européenne, le National Secular Society d'Angleterre, le British Humanist Association, même chose, Human Rights Without Frontières, le Centre communautaire laïque juif, et l'Institut maçonnique européen, et Catholic for Choice, et European Network Church on the Move. Donc, on avance
le plus loin ou le plus largement qu'on peut, avec, disons, des sensibilités qui permettent de faire exister ce pilier qu'il faut construire, qui n'est pas encore vraiment complètement construit, mais qui avance. Alors, pour cette plateforme, donc, le total fait 70 organisations laïques et, pour le moment, c'est cette association dont je vous ai parlé, qui est l'Association européenne de la libre pensée, Union européenne, qui fait la présidence du comité consultatif. Donc c'est elle qui, de facto, assure le roulement quotidien. Je ne suis pas sûre qu'il est vraiment quotidien, mais le suivi, disons, de la préparation des 5 grandes réunions qu'il y a par an. Alors, je vous ai dit que par rapport au dialogue article 17, le fait que l'article existe, le fait qu'il faut un peu de temps pour pousser la Commission, et spécialement Barroso, à dire je fais une réunion, on arrive en 2009, et en 2009, il n'y a pas de thème, on réunit un listing d'associations. En fait, c'est ceux et celles qui ont eu le plus de capacité d'aller convaincre Barroso qu'ils étaient représentatifs, ils avaient envie de le faire. Le mouvement est lancé, et donc chaque année, maintenant, il convoque. Donc en 2010, mais ils ont pris un thème. Donc en 2010, le thème c'est la pauvreté, de façon à ce que le travail continue alors dans des plateformes plus larges, dans lesquelles on retrouve les églises. Le thème de la pauvreté, c'est jusqu'ici, c'est un peu une sorte de privilège de l'Église catholique. Donc c'était bien entendu leur choix. Ah, puis alors, en 2011, ça a été les droits et libertés en Méditerranée. C'était déjà plus élaboré, mais ça leur permettait d'inviter un peu des musulmans, parce que quand même ils ont un soupçon que peut-être il n'y a pas que l'Église catholique. Mais bon, là au moins ils en ont parlé, et ils ont invité quelques associations de formation musulmane. Et alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé 2011, les regroupements devenaient quand même plus solides et prenaient conscience que M. Barroso n'était pas un interlocuteur spontané, donc ils ont déposé plainte auprès du médiateur européen, donc le 9 mars. Alors, en interrogeant la Fédération humaniste, mais il n'y a toujours pas de réponse. Le médiateur a dit qu'il était effectivement compétent, mais il n'a pas encore osé dire dans quel sens il fallait s'orienter. Donc, que voulait la Fédération humaniste européenne? C'était de pouvoir traiter les conflits de droit au niveau européen. Donc, liberté religieuse, liberté d'expression, et non-discrimination en fonction de l'orientation sexuelle, horreur. Donc, ils n'ont pas décidé encore aujourd'hui, donc cette plainte est toujours pendante, mais on avait aussi une plainte plus modeste qui était de demander pourquoi les associations catholiques pouvaient recruter uniquement des catholiques, avec des subsides d'État. Bien entendu, on ne se pose jamais la question, mais voilà. Et c'est clair que c'est pas normal. Donc, c'est évident qu'il y a une sorte de privilège qui leur est donné. On ne sait pas, historiquement, amené par leur statut privilégié, mais objectivement, à quel titre le font-ils? Alors, tout ça, c'est une bonne idée d'essayer d'encadrer, mais ça n'a pas encore été plus loin que la plainte. Alors, il y a eu aussi, donc je vous ai parlé de cette plainte-là, un séminaire de la commission persiste, donc, a refusé de parler de ça. Donc notre équipe Barroso, Laszlo Tokles continue cette position négative, et on va commencer alors des séminaires avec Sophie Linenfeld au niveau du Parlement, et qui associe la commission, sur avril 2012, la situation des laïcs en Tunisie. Donc là on s'est ému au sein du Parlement européen, même sensible à la situation qui leur était faite. Et puis un autre séminaire en préparation pour le moment avec la Commission pour 2013 sur, ça s'appelle « De l'indignation à l'action », donner un nouvel espoir et une nouvelle confiance à l'Europe, pas en Europe, c'est important dans la traduction. Donc c'est l'idée que, dans le fond, tous ces mouvements, qui ne sont pas seulement des mouvements économiques, des associations d'entreprises ou des syndicats,
mais qui sont une sorte de réflexion intellectuelle, doivent agir pour donner confiance à l'Europe. Tout en oubliant évidemment de parler des banquiers, de l'insécurité profonde qui mine les Européens aujourd'hui. Alors, on a une deuxième plainte maintenant, qui est déposée depuis 2012, depuis le début de l'année, par l'Association européenne de la pensée libre, contre Barroso, toujours, au sujet de la composition du groupe européen d'éthique des sciences et des technologies nouvelles. Donc, je vous avais parlé de la pression qu'il y a de la part des chercheurs sur tout ce qui touche, évidemment, à l'humain et aux limites que l'on peut mettre à la recherche. Et, bien sûr, la plainte, c'est qui figure dans le groupe de conseil auprès de la Commission pour sa politique de recherche. Donc ça s'appelle le groupe européen d'éthique des sciences et des technologies nouvelles. Alors, Madame Ashton, quand même sous pression des mouvements séculiers britanniques, a elle entamé en octobre 2012, donc à croire que le colloque a provoqué beaucoup de choses, le service d'action extérieure, le service européen d'action extérieure, donc, a organisé un séminaire sur le thème de la religion, la liberté de religion des diplomates. C'est matière spécifique, mais qui effectivement, dans cette Europe, vaut la peine d'être citée, parce que à l'intérieur des lieux qui sont maintenant les lieux de diplomatie européenne, bien entendu, faut-il exprimer cette idée? Est-ce qu'un chef de centre peut, à un moment donné, laisser passer cette idée qu'on est avant tout catholique, ou est-ce qu'il est obligé de défendre une idée de laïcité, en quelque sorte, presque à la française? Parce que ces équipes de diplomates, au départ, c'était parfois un diplomate tout seul, il s'adaptait comme il voulait, on ne le surveillait pas trop. Maintenant, il n'en est plus question, ce sont devenus des beaucoup plus gros noyaux diplomatiques. Quelle est l'image que ces noyaux diplomatiques, auxquels, par exemple, ou qu'est-ce qu'on véhicule comme idée, qu'est-ce qu'on véhicule comme image de cette démocratie européenne du point de vue de la liberté de religion? La question n'a pas été conclue par un seul séminaire, enfin, on a au moins lancé le débat. Et alors, la réunion, la troisième réunion, je vous ai parlé, premier, pas de thème, deuxième, pauvreté, donc évidemment domination très claire de toutes les associations catholiques. Troisième, droit et liberté en Méditerranée, début de la prise de conscience qu'il y a un monde autre qui est drôlement bien organisé aux portes de l'Europe. Et maintenant, c'est le vieillissement actif. Donc, pour l'année 2012, le thème du dialogue avec les associations non professionnelles, c'est le vieillissement actif de l'Europe. C'est une réalité aussi, pas de doute, mais on peut aussi voir le vieillissement actif de l'Europe. C'est aussi toute une politique qui rappelle fortement le rôle extrêmement large des églises, dirons-nous, mais enfin de l'Église catholique dans ce secteur. On est dans un rythme laïque à Bruxelles, quand même beaucoup plus actif sur le dossier européen que ce ne fut le cas dans les premières années du traité de Lisbonne. Donc 2011, je vous ai dit les plans, et maintenant, vraiment, tout le monde a conscience que la matière est importante. Donc, la première action qui a été programmée pour novembre, c'était l'action contre le commissaire maltais, puis une abomination rétrograde. Donc, voilà, on a pris Malte, on savait à quoi on s'engageait, donc on a un maltais conforme à l'image catholique maltaise. Donc, il est abominable, il tient des discours qui réfutent la moitié des articles sur l'égalité dans le traité de France. Enfin, donc, tout est à la même... on ne sait même plus par quel biais attaquer la critique. Bon, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de personnes à Malte à présenter. Il est là, il va passer le temps. Alors, c'est sûr que l'autre a présenté sa démission pour quelque chose d'un peu particulier. Mais là aussi, petit pays, petite connexion, sur une question concernant le tabac. Je suppose que vous avez suivi ça. Sans d'ailleurs beaucoup de principes déontologiques. Une personne va trouver différents parlementaires et dit mais moi je m'arrangerai, de toute façon la commission sortira le texte favorable à l'industrie du tabac et je connais le commissaire qui était le maltais précédent.
Alors, le commissaire maltais dit, moi je ne suis pour rien, je ne connais rien du tout, enfin bref, il a quand même dû démissionner, et on s'est retrouvé avec cette obligation de redemander à Malte la désignation d'un commissaire. C'est là que la démocratie dans la commission est objectivement une structure tout à fait particulière, puisque vient alors comme membre de la commission un membre proposé par le gouvernement actuel de Malte, mais pour un mandat de plusieurs années, et ce gouvernement actuel de Malte reflète cette opinion. Donc, de Karim Ancilla, je veux dire, on en présenterait un troisième, il serait du même acabit au point de vue de la conception philosophique. Alors, les discours de cet homme sur le droit des femmes sont absolument inacceptables, donc on pourrait se permettre, nous, de ne pas lui serrer la main, ce serait une première. Et toujours dans les débats qui sont maintenant à Bruxelles, les débats les plus importants, je vous l'ai dit, c'est celui sur la recherche, mais aussi Martin Serre, de Egal, qui vient parler des laïcités différentes dans les pays. Je ne crois pas personnellement qu'on arrivera à une harmonisation des visions, mais je pense qu'on a intérêt, en tout cas du côté certainement anglais et français, à être beaucoup plus présent dans ces structures, et donc à réclamer beaucoup plus et avec plus de force les attitudes de la Commission et les attitudes du Conseil. Le Conseil est une structure qui dépend des États, c'est vrai, mais petit à petit, s'est structuré autour de Van Rompuy un groupe à qui on n'a jamais posé la question. Madame Ashton, elle, au moins, elle a ouvert dans un séminaire le débat sur les représentations extérieures de l'Union européenne dans les différentes capitales et leur obligation de neutralité. Mais finalement, quelle est l'obligation de neutralité du staff du président de l'Union européenne? Personne n'a jamais posé la question, ils sont tous catholiques. Et ils sont pratiqués, ils ne sont pas pratiqués. On n'en sait rien. Il n'y a pas un seul musulman, c'est dans les yeux. Et donc, ils reflètent quoi? Ils reflètent cette certitude qu'ils ont d'être les vrais responsables de l'Europe, et c'est eux qui ont le poids de la réussite de l'Europe sur leurs épaules. Alors, en conclusion, pour le moment, c'est une image confuse de la laïcité qui prévaut à Bruxelles. C'est un territoire qui est encore en très grande partie occupé par l'Église catholique, alors que c'est, on le disait tout à l'heure, ça ne reflète plus du tout la réalité de la présence dans les églises, ni ici, ni en Belgique, ni ailleurs. Donc ils usurpent en quelque sorte leur position, et cette histoire longue du Vatican leur donne cette force. Et il n'y a pas non plus, bon, il faudrait faire une correction progressive de la représentativité, parce que c'est vrai que les associations, c'est sur une base bénévole. Celles que je vous ai citées ont été créées par des militants qui, par leur carrière, parce qu'ils étaient des anciens fonctionnaires de la Commission, du Conseil, qu'ils avaient vu ces dérives, avaient envie de créer une association laïque ou humaniste, mais tout est à cause, ça vient du bénévolat, ça vient vraiment du terrain. Et il n'y a pas non plus de vrai choix démocratique à la base. Parce que combien sont-ils à déterminer les sujets qui s'imposent? Pas très nombreux, hein, il faut bien reconnaître. Si vous faites une réunion, même des associations principales que j'ai citées, bon, si on est 40, c'est une belle réunion. Donc, c'est-à-dire, c'est pas une base démocratique très large dans des pays où il y a des millions d'habitants. Donc, on n'a jamais réussi à enclencher ce lien avec un débat qui serait vraiment populaire et qui serait vraiment partagé. C'est là que manquent certainement les choses. Ajoutons aussi que le volet Nations Unies, qui lui se déroule à Genève, où l'Europe doit prendre position, par exemple. Donc, pour vous citer un des derniers épisodes, qui concerne lui l'Église orthodoxe, un rapporteur du comité consultatif. Donc c'est l'ancien conseil consultatif de la Commission des droits de l'homme, qui est maintenant devenu un comité consultatif du Conseil des droits de l'homme, où il vient, en parenthèse, d'élire le Soudan. Hein, donc on reste très réservé sur le fondement. Les experts d'habitude sont des experts qui font des analyses
en profondeur, sur un rapport sur les valeurs traditionnelles. Là, on est assuré que soit on va avoir quelqu'un qui est laïque et qui ose écrire les vérités sur les valeurs traditionnelles, soit on tombe dans le ronron qui n'ose pas et qui dit que les valeurs traditionnelles, c'est souvent promoteur des droits de l'homme, pourquoi pas des droits de la femme, enfin, on a déjà tout entendu. Bref, c'est un orthodoxe russe, il fait un rapport dans ce sens-là. Les valeurs traditionnelles, dans le fond, confortent les droits de l'homme, ce qui est une plaisanterie intégrale. Le comité refuse le rapport, tellement il est orienté religieux et antifa, je dirais, ce qui veut dire plein de choses. Et par conséquent, le texte est refusé. Les Russes soutiennent leur expert, donc la délégation de la Russie au Conseil soutient l'expert, introduit une résolution, qui est une mauvaise résolution, justement sur ce principe-là, qui va à la mort de l'universalisme en ligne droite, et elle passe. Et donc, au revoir l'expert, au niveau où on pouvait encore espérer faire un texte qui avait un sens, mais la résolution va dans le mauvais sens. Donc, cet effort n'est pas seulement sur le Vatican. Je dis ça pour vous montrer que le lien des religions avec des instances internationales ou européennes, eux, ils ont compris. Les musulmans n'investissent pas trop, mais ils le feront. Ils le feront parce que, fatalement, c'est pour eux la prochaine étape. Mais les orthodoxes, les catholiques sont présents et poussent dans une direction qui ne va pas dans notre sens, qui spontanément va se trouver un allié. Le jour où les musulmans vont vouloir entrer dans la mécanique, l'Église catholique sera leur allié. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour mesurer le danger pour l'Europe. Le danger est maximum et nous sommes à un moment où, c'est pour cela que je voulais vous en parler aujourd'hui, je crois, ceux qui font cette réflexion sur la laïcité doivent entrer dans cette mécanique européenne